Bonjour et bienvenue dans le tout premier épisode des Débats d'Histoire, le podcast qui explore les grands événements ayant transformé le monde. Aujourd'hui, nous allons parler d'un événement qui a profondément marqué le XXe siècle, les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis. Ces attaques ont bouleversé le monde et changé profondément la manière dont les États-Unis exercent leur influence sur la scène internationale. Pour nous éclairer, je suis accompagné de trois invités exceptionnels. Sophie, ancienne diplomate de l'ONU, qui a observé ces changements de l'intérieur. Daria, historienne spécialisée dans la politique étrangère des États-Unis. Et Théodore, grand reporter de guerre, témoin de nombreux conflits à travers le monde. La question que nous allons explorer aujourd'hui est la suivante. Le 11 septembre 2001 a-t-il marqué une rupture dans l'ordre mondial en faisant passer une monde dirigé par les États-Unis vers un monde plus incertain avec des puissances multiples et une gouvernance mondiale fragile? Pendant les 10 prochaines minutes, nous discuterons de trois grandes questions. Les conséquences de ces attaques, le rôle des États-Unis et l'importance de l'ONU dans le maintien de paix. Pour notre première question, comment les attentats du 11 septembre 2001 ont-ils modifié la position des États-Unis dans les relations internationales et quelles conséquences cela a-t-il, sur leur influence mondiale? Sophie, vous avez observé ces changements à l'ONU. Daria, en tant qu'historienne, spécialiste des États-Unis, et Théodore, témoin de conflits à travers le monde. Quel est votre point de vue sur ce tournant majeur de la politique américaine? Lorsque je repense au 11 septembre 2001, je revois nettement le basculement qui s'est opéré non seulement aux États-Unis, mais dans l'ensemble du système international. Avant cette date, nous étions encore dans l'euphorie relative de l'après-guerre froide. Les États-Unis, hyperpuissance incontestée, agissant dans un cadre où l'ONU gardait un rôle central. La première guerre du Golfe avait illustré la force du multilatéralisme. Basse collation, mandant clair un conseil de sécurité respectant du droit international. Après le 11 septembre, cet équilibre s'est fissuré. Les États-Unis se sont soudain vus comme vulnérables. Pour la première fois depuis Pearl Harbor, leur réaction fut profonde. La coopération internationale a laissé place à une logique sécuritaire unilatérale, encadrée par la doctrine Bush, fondée sur la guerre préventive, un mécanisme assumé et une méfiance envers l'institution internationale. La conséquence directe fut la marginalisation du Conseil de sécurité. La guerre d'Irak en 2003, menée sans mandat de l'ONU, en fut l'exemple le plus marquant. Merci Sophie. Pour résumer brièvement votre point de vue, vous pouvez clarifier les aspects principaux que vous souhaiterez que nous retiennent. En résumé, cette posture a affaibli l'image des États-Unis jusqu'à les perçus comme garantes de l'ordre mondial. Leur influence est restée immense, mais bien plus contestée, notamment par la Russie, la Chine et même certains alliés comme la France. Avant le 11 septembre, l'influence américaine était légitime, exercée dans un cadre multilatéral. Mais après le 11 septembre, l'influence est contestée, exercée dans un cadre unilatéral avec une confiance mondiale affaiblie envers Washington. Je comprends la vision de sa fille, mais je ne pense pas que le 11 septembre marque une rupture aussi nette. Les États-Unis étaient déjà en hyperpuissance qui utilisait le multilatéralisme seulement quand cela servait leur intérêt. Ce qui change après 2001, ce n'est pas la nature de leur politique, mais l'intensité. Le pays se sent vulnérable et réagit en renforçant une attitude qui existait déjà. Agir seul, plus vite et avec plus de moyens militaires. La doctrine Bush ne crée pas quelque chose de nouveau, elle rend visible une tendance déjà présente depuis les années 1990. L'influence américaine ne disparaît pas après le 11 septembre. Elle reste très forte, simplement plus contestée, parce que leur intervention devient plus directe et plus controversée. Pour moi, ce moment accélère une évolution, mais ce n'est pas un basculement total, comme on le dit souvent. Daria, vous minimisez vraiment la rupture. Avant 2001, les États-Unis respectaient le cadre multilatéral. Après les attentats, ce n'est plus du tout le cas. C'est une vraie cassure. Je suis pas d'accord. Ce n'est pas rationnel de passer complètement avant et après. Les États-Unis agissent déjà seul quand cela
arrangé. Le 11 septembre a accéléré une tendance, il n'a pas créé une nouvelle. Daria, vous minimisez vraiment la rupture. Avant 2001, les États-Unis respectant le cadre multilatéral. Après les attentats, ce n'est plus du tout le cas. C'est une vraie cassure. Je suis pas d'accord. Ce n'est pas rationnel de poser un complément avant et après. Les États-Unis agissaient déjà seuls quand c'est les arrangé. Le 11 septembre a accéléré une tendance, il n'a pas créé un nouveau. Mais l'effondrement de la confiance internationale, ça c'est nouveau? Non, elle existe déjà. Les attentats l'ont amplifié, pas inventé. Il faut regarder les évolutions longues, pas seulement le choc du moment. Merci à toutes les deux. On va laisser la parole à Théodore. L'expérience de Théodore en tant que reporter de guerre sur le terrain, comme l'Afghanistan, l'Irak ou les Balkans, nous offre une perspective directe sur la manière dont les attentats du 11 septembre ont modifié la politique étrangère des États-Unis. Ces témoignages illustrent l'impact sur l'influence mondiale et les relations internationales après 2001. Merci Youssef. Comme reporter ayant couvert des zones de guerre, je peux dire que les attentats du 11 septembre ont marqué un tournant vraiment brutal dans la position internationale des États-Unis. Avant 2001, la puissance s'exprimait surtout par la diplomatie et l'économie. Après 2001, on a vu une Amérique qui se militarise, une Amérique qui se sent plus vulnérable, qui s'engage directement dans des conflits prolongés en Afghanistan et en Irak pour nommer quelques-uns. Pour ces terrains, j'ai vu comment cette nouvelle stratégie a redéfini les alliances, mais aussi attisé les tensions. Les États-Unis ont renforcé leur influence militaire, mais ont aussi reçu une image plus controversée. Leur rôle de gendarme du monde s'est affirmé, mais leur légitimité était remise en question dans de nombreuses régions et par beaucoup de public général dans les États-Unis eux-mêmes. Juste pour résumer mon point de vue, le 11 septembre a transformé l'influence mondiale des États-Unis plus présente, plus directe, mais aussi plus contestée et controversée. Merci Théodore pour ce témoignage très concret. Ce premier échange montre bien la diversité de vos points de vue, rupture, accélération ou transformation. On va maintenant élargir un peu la discussion en abordant un deuxième axe. Comment la communauté internationale et l'ONU ont réagi aux crises depuis 2001. Pour la deuxième question, en comparant différentes crises internationales survenues depuis 2001, comment évaluerez-vous l'efficacité de la communauté internationale et le rôle de l'ONU dans leur gestion? Pour moi, depuis 2001, la communauté internationale montre surtout ses limites. Les crises sont plus complexes et les grandes puissances n'arrivent plus à se mettre d'accord. L'ONU essaye de jouer son rôle, mais elle est souvent bloquée par les vétos et les rivalités. Elle peut envoyer des missions, apporter de l'aide, organiser des négociations, mais elle n'a plus la même capacité d'action qu'avant. Le monde est plus divisé, plus multipolaire et ça rend les décisions beaucoup plus difficiles. Globalement, la communauté internationale réagit, mais souvent trop lentement ou de manière incomplète. L'ONU reste utile, mais elle n'arrive plus à imposer une vraie solution dans les grandes crises. Merci Daria. Pourriez-vous donner une ou deux exemples concrets pour illustrer ce que vous venez d'expliquer, s'il vous plaît? Oui, en Irak en 2003 par exemple, l'ONU n'a pas réussi à empêcher l'intervention. En Syrie, les vétos ont bloqué presque toutes les décisions et aussi en Afghanistan, 20 ans d'efforts n'ont pas permis de stabiliser le pays. Ce sont trois exemples où les réponses internationales ont clairement été limitées. En tant que reporter ayant couvert plusieurs crises internationales depuis 2001, je dois dire que l'inefficacité de l'ONU est frappante. Que ce soit en Syrie, en Ukraine, sur le territoire palestinien ou en Rwanda, l'ONU s'est souvent montrée paralysée par les intérêts divergents de ses membres permanents et ne peut pas agir de manière qui aide à résoudre ces problèmes. Sur le terrain, j'ai vu des populations abandonnées, des résolutions bloquées et des casques bleus impuissants. Et en même temps, vous savez ce que fait l'ONU? Il continue à tenir des conversations qui ne visent pas ou une grande inefficacité à résoudre le problème. L'organisation censée incarner la paix et la coopération mondiale est souvent réduite à des déclarations symboliques et sans effet concret. Son incapacité de prévenir les génocides, à protéger les civils ou à imposer des sanctions efficaces remet sérieusement en question sa légitimité.
Pour beaucoup de personnes, l'ONU est devenue un théâtre diplomatique loin des réalités humaines et je dois dire que je suis totalement d'accord avec ces personnes tant que je justifie mon opinion quand j'ai pu observer dans ces zones de conflit. À partir de 2001, une série de crises a mis à l'œuvre la cohésion internationale et les capacités des actions de l'ONU. La guerre d'Irak en 2003, l'échec le plus emblématique. Le Conseil de sécurité était divisé non sur les principes mais sur la méthode et de l'usage de la force. Faute d'unité, l'ONU n'a pu empêcher la guerre et s'est retrouvée cantonnée à la rôle humanitaire. Crise syrienne, paralysie totale. La Syrie a relevé un monde réellement multipolaire. Plus d'une quinzaine de veto russo-chinois positions opposées des États-Unis, de la France et du Royaume-Uni. Crise climatique, un domaine où l'ONU reste indispensable. C'est dans les enjeux environnementaux qu'elle demeure la plus efficace, comme par exemple le protocole de Kyoto, accord de Paris, ou les crises humanitaires. Les opérations de maintenir la paix ont eu des résultats mitigés, mais l'ONU reste souvent la seule structure capable d'intervenir quand les États-Unis sont dépassés. Depuis 2001, l'efficacité de l'ONU varie selon les domaines, mais contrairement à Théo, je pense qu'elle demeure une pièce fondamentale et pleinement légitime, paralysée en matière de sécurité internationale mais essentielle dans la gouvernance globale. Sophie, je suis désolé, mais ce que j'ai vu sur le terrain ne correspond pas à ce que vous décrivez. L'ONU parle beaucoup, mais elle agit très peu. Les civils n'attendent pas des conférences, ils attendent une protection, de l'action. Théodore, je comprends vos observations, mais vous ne pouvez pas réduire l'ONU à ses échecs militaires. Sans elle, il n'y aurait ni l'accord de Paris, ni coordination humanitaire, ni médiation possible. On ne peut pas ignorer ça. C'est bien le problème, efficace dans les salles de conférence, absente quand les bombes tombent. Et sans cadre multilatéral, ces crises seront encore prises. L'ONU n'est pas parfaite, mais elle est indispensable. Merci à vous deux. On voit bien que vos visions divergent fortement, mais cela montre justement la complexité du rôle de l'ONU. Passons à la dernière question. Pour notre troisième et dernière question, que peut-on considérer le 11 septembre comme un tournant vers un monde multipolaire et quelles conséquences cela a-t-il, pour la gouvernance mondiale et pour l'importance de l'ONU dans le maintien de la paix? Théodore, je te laisse commencer. Selon moi, un certain oui. Le 11 septembre a marqué un basculement vers un monde multipolaire et divisé, qui reste le cas aujourd'hui. En réagissant par des interventions militaires ou forte pression diplomatique, les États-Unis ont affaibli leur autorité morale, ouvrant la voie à l'émergence de puissances régionales comme la Chine ou la Russie. Cette fragmentation a rendu la gouvernance mondiale plus complexe et l'ONU déjà lente s'est retrouvée marginalisée et de moins en moins prise en considération la gestion de ces conflits. Le maintien de la paix est devenu un champ compris de rivalité fondé sur la peur de la guerre plutôt qu'un effort collectif. Oui, avec recul, je vois clairement le 11 septembre 2001 comme un tournant vers un monde multipolaire. Au début des années 1990, le monde était unipolaire, les États-Unis dominant diplomatiquement, militairement et idéologiquement. L'ONU bénéficiait de cette cohésion. Ce monde multipolaire a deux conséquences majeures. Une gouvernance mondiale plus difficile. S'il y a plus des acteurs, il y a aussi plus des vétos, des rivalités et des désaccords. Les consensus deviennent presque impossibles sur les questions de sécurité. Deuxièmement, l'ONU est fragilisée. Le Conseil de sécurité, autrefois plus stable, est désormais souvent paralysé par la Syrie, Ukraine ou Gaza, par exemple. À chaque fois, les grandes puissances s'opposent frontalement. Je comprends ce que vous dites tous les deux, mais je ne vois pas le 11 septembre comme le début du monde multipolaire. Pour moi, la transition avait déjà commencé avant. Le montée de la Chine, le retour de la Russie, les désaccords transatlantiques, tout ça existait déjà dans les années 1990. Le 11 septembre a surtout accéléré cette évolution. Les États-Unis ont réagi de manière très unilatérale, ce qui a réduit leur crédibilité, mais leur puissance ne s'est pas effondrée d'un coup. Elle s'est transformée. Quant à l'ONU, elle était déjà fragile avant 2001. Les vétos, les blocs régionaux, les intérêts contre
contradictoires existaient déjà. Le monde est devenu plus multipolaire après les attentats, oui, mais c'était une dynamique en cours, pas un basculement soudain. Mais derrière, on voit bien que tout a changé après 2001. Le contenu international se fonde précisément à ce moment-là. Oui, et sur le terrain, c'est évident. Les États-Unis perdent leur autorité morale après l'Irak. Ce n'est pas juste une évolution, c'est une rupture. Je ne minimalise rien, mais ce n'est pas rationnel de tout expliquer par 2001. Les tensions entre grandes puissances existaient déjà. Le 11 septembre accélère, il n'invente pas. Pourtant, la paralysie de l'ONU devient totale après. Parce que le monde était déjà en terrain de se fragmenter. Les attentats n'ont fait que révéler un problème plus ancien. Sur le terrain, ça a changé tout de même derrière. Bien sûr que ça a changé, mais ce n'est pas le point de départ. C'est un tournant dans une courbe que l'avant déjà commencé. Merci, je vous interromps. Vous mettrez 3 interprétations différentes, rupture, accélération ou simple continuité. C'est exactement le cœur du débat. Alors pour notre conclusion, pour conclure ce dernier thème, je voudrais que chacun d'entre vous résume votre position en 15 secondes, pas plus. Sophie d'abord, puis Daria, puis Théodore. Mais le multilatéralisme n'est pas mort. Dans un monde multipolaire, l'ONU reste indispensable pour gérer les biens communs mondiaux, pour offrir un espace dialogue quand les canaux bilatéraux sont fermés et pour maintenir la paix là où les grandes puissances ne veulent pas aller. À mon avis, l'ONU reste un outil crucial, mais son efficacité dépend toujours à de grandes puissances. Le 11 septembre a simplement rappelé que la gouvernance mondiale est aussi forte que la volonté politique de ceux qui la dirigent. Selon moi, l'ONU est incapable de gérer la situation au moment, ce qui se prouve par ce que je vous ai déjà montré et mon expérience directe avec le 11 septembre, qui est juste un exemple. Alors, ce débat montre que le 11 septembre 2001 a profondément modifié l'équilibre mondial, mais pas d'une manière uniforme. Pour certains, c'est une rupture nette. Pour d'autres, une accélération d'une dynamique déjà en marche. L'ONU apparaît tantôt paralysée par les rivalités de puissance, tantôt indispensable pour maintenir un cadre de coopération mondiale. Une chose est sûre, après 2001, l'ordre unipolaire garanti par les États-Unis s'est fragilisé, laissant place à un monde plus multipolaire et plus complexe. Merci à nos invités et merci à vous de nous avoir suivis pour ce premier épisode de Débat d'Histoire. On se retrouve très bientôt pour un nouveau sujet historique.